Bonjour, bienvenue, c'est Lex Inside, l'émission qui donne du sens à l'actualité juridique, du droit et rien que du droit. Au programme de ce numéro, on va évoquer le prix de revente conseillé par le fournisseur à ses distributeurs. Quels sont les risques? On en parlera dans quelques instants avec Joseph Vogel, avocat associé, fondateur de Vogel et Vogel. On évoquera ensuite le pacte Dutreil. Les entreprises familiales doivent-elles s'attendre à une réforme? On en parle avec Johan Gaulin, avocat associé chez EY, société d'avocats. Et enfin, on parlera licenciement et liberté d'expression du salarié avec Claire Tergeman, avocate associée chez De Gaulle Florence. Voilà pour les titres. Lex Inside, c'est parti! Un fournisseur peut-il encore conseiller des prix de revente à ses distributeurs aujourd'hui sans être en risque? On en parle tout de suite avec mon invité, Joseph Vogel, avocat associé au sein du cabinet Vogel et Vogel. Joseph Vogel, bonjour. Bonjour Arnaud. Pour commencer, Joseph Vogel, en principe, un fournisseur est libre de communiquer ses prix de revente à ses distributeurs, des prix conseillés de revente, voire même des prix maximum imposés. Or, vous faites valoir dans différents articles que cette pratique a priori licite peut néanmoins être requalifiée en prix fixe ou minimum imposés qui sont interdits par le droit de la concurrence. Pourquoi ? Alors vous avez tout à fait raison Arnaud, donc un fournisseur aujourd'hui peut conseiller des prix de revente à ses distributeurs. Bon, c'est normal puisqu'il connaît le marché, il connaît ses produits, il souhaite un positionnement prix, donc c'est tout à fait normal qu'il conseille des prix. Même chose, il peut imposer des prix maximum, là aussi c'est normal, il souhaite que ses produits ne soient pas revendus trop cher et que les consommateurs payent le juste prix, le prix de marché. Donc les prix conseillés et les prix maximum de revente sont normalement tout à fait licites. Le problème vient du fait que l'autorité de la concurrence a tendance à requalifier très facilement, trop facilement à notre goût, ces prix conseillés ou ces prix maximum en prix fixe ou minimum imposé. Donc le problème vient de la requalification d'un comportement licite en un comportement illicite en une entente verticale de prix imposés. Donc vous semblez dire, si je comprends bien, que cette requalification est anormale et excessive. Comment vous expliquez cette requalification par l'autorité? Alors, je pense qu'il y a d'abord un problème de dérive probatoire. C'est-à-dire que l'autorité de la concurrence a tendance à trouver très facilement des preuves de prix imposés. On peut raisonner en preuve directe ou en preuve indirecte, mais elle considère, par exemple, comme preuve directe d'une infraction de prix minimum imposé, même de simples consultations d'un juriste d'entreprise à ses clients internes, alertant sur un risque éventuel potentiel. Et elle va dire que cette consultation, alertant sur un risque, c'est la preuve de l'infraction. Oui, ça va très très loin, hein. Comment elle justifie cette Je pense interprétation? qu'il y a vraiment une volonté des autorités de lutter contre les prix imposés. Il faut savoir qu'en Europe, je crois que 76% des affaires de restriction verticale sont des affaires de prix imposés. Et lorsque vous recevez une notification de grief pour prix imposé, vous êtes condamné dans 88% des cas. Oui, donc il y a une volonté de lutter contre l'inflation, mais je pense que c'est vraiment une mauvaise idée parce que on confond un comportement licite, les prix recommandés, les prix maximum, et on en fait trop facilement un prix minimum imposé. Et c'est également une autre dérive probatoire réside dans un mode de preuve par cherry picking, c'est-à-dire que on va saisir par exemple 2 millions de fichiers, de déclarations, d'emails. Et sur ces 2 millions, on va en sélectionner une dizaine ou une vingtaine pour dire: «Oh mais ça ressemble à un indice de prix imposé», en interprétant peut-être un peu à charge. Et les 1 999 980 autres pièces ou déclarations qui sont soit neutres ou qui disent qu'il n'y a pas de prix imposé, on les oublie.
Oui, D'accord. avec ce mode de preuve, on peut condamner n'importe qui, hein, pour n'importe quoi. Je trouve que ça va trop loin. Ça laisse moins de liberté aux fournisseurs pour déterminer les prix. Oui, parce qu'ils se disent: «Est-ce que je peux encore conseiller des prix?» Parce que, même c'est pas de ma faute, mais de simples dérapages occasionnels de gens que je ne connais même pas peuvent conduire à une condamnation pour prix imposé. Donc, ils hésitent à utiliser les prix conseillés au prix maximum, bien que ça soit très utile. Donc en fait, on restreint leur capacité d'orientation des prix sur le marché. Économiquement, je trouve que ça va trop loin. Alors, au-delà de cette pratique de requalification de l'autorité que vous vous critiquez également le test d'invitation et d'acceptation de l'autorité. C'est un test qui est à savoir qui, sur les indices d'un double test d'invitation à pratiquer des prix et d'acceptation par les distributeurs. Pourquoi vous critiquez ce test? Alors, je trouve que le test précédent, qui était utilisé par l'autorité était beaucoup plus clair. C'était un triple test pour dire qu'il y a prix minimum imposé. On disait il faut que le fournisseur ait évoqué les prix avec ses clients, ses revendeurs. Bon, prix conseillé, ok, c'est pas interdit. Il fallait ensuite que ces prix aient été appliqués par un très grand nombre de distributeurs. C'était pas interdit non plus. Mais il fallait surtout euh, un élément de contrainte, c'est-à-dire il fallait que le fournisseur intervienne auprès de ses distributeurs pour les forcer à appliquer les prix soi-disant conseillés. Donc on avait trois conditions qui étaient très claires. Aujourd'hui, on n'a plus que deux conditions et elles sont très floues. Donc l'invitation à pratiquer des prix et l'acceptation. Et on se contente d'indices très subjectifs. On va se contenter de dire ah mais le distributeur pensait que c'était des prix imposés. Vous voyez, D'accord. mais c'est trop C'est subjectif. trop flou pour vous. Oui. Alors, est-ce que cette pratique, elle est conforme au droit européen? Alors nous pensons qu'elle ne l'est pas. Pourquoi? Alors parce qu'en droit européen, pour qu'il y ait prix minimum imposé, d'après le règlement restriction verticale, qui est vraiment la Bible en droit européen, il faut une contrainte du fournisseur sur le distributeur. C'est marqué dans le règlement. Et il faut également une simple surveillance des prix ne suffit pas. Alors que dans la dernière décision de l'autorité, qui est l'affaire du matériel électrique, il est écrit noir sur blanc que pour eux, il n'est pas nécessaire pour qu'il y ait prix imposé, qu'il y ait une contrainte, ni même une surveillance des prix. Donc là, on va beaucoup plus loin que le droit européen, ce qui n'est pas permis. D'accord. On va essayer de se projeter. Quelles sont les perspectives selon vous? Est-ce qu'il peut y avoir des améliorations? Oui, alors bon, l'autorité peut toujours améliorer sa pratique, hein, et je pense que ce qui peut conduire à cette amélioration, c'est notamment la Cour d'appel de Paris, puisque la Cour d'appel de Paris déjà avait rappelé l'autorité de la concurrence à l'ordre dans une affaire Apple il y a quelques années, en disant dans l'affaire Apple, vous avez condamné Apple pour prix imposé alors que les conditions ne sont pas là. Donc la décision avait été réformée entièrement sur ce point. Et dans l'affaire du matériel électrique, il y a un appel en cours devant la Cour d'appel de Paris. Donc j'espère qu'on reviendra à une chose plus raisonnable. Au-delà de la jurisprudence de la Cour d'appel, est-ce qu'il peut y avoir d'autres améliorations qu'on peut attendre de l'autorité, peut-être, la pratique de l'autorité? Oui, alors peut-être sous l'empire du droit européen, peut-être que l'influence du droit européen peut également nous aider, et sous l'influence aussi des articles des économistes et des juristes qui écrivent et qui disent que l'autorité, par sa requalification, va trop loin. Tout cela peut aider à changer la pratique décisionnelle de l'autorité. Pour terminer, vous êtes plutôt optimiste quant à la solution? Toujours optimiste. Non, enfin, je suis très confiant dans la jurisprudence de la Cour d'appel de Paris et je pense qu'on va aller vers une amélioration. On va attendre alors la jurisprudence de la Cour d'appel de Paris. Je vous remercie, Joseph Vogel. Je rappelle que vous êtes associé, fondateur du cabinet Vogel et Vogel. Merci. Tout de suite, on va changer de registre. On va parler fiscalité successorale avec l'éventuelle réforme du pacte Dutreil. Les entreprises familiales peuvent-elles craindre une réforme du pacte Dutreil? On en parle tout de suite avec mon invité, Johan Golin, avocat associé chez EY Société Avocat. Johan, bonjour. Bonjour Arnaud.
Alors, le pacte Dutreil est au cœur des débats fiscaux. On va voir aujourd'hui ce qu'il en est concrètement. Tout d'abord, pourquoi le pacte Dutreil est considéré comme un outil incontournable dans la transmission des entreprises familiales? Alors le pacte du Dutreil, il est incontournable car il évite une vente forcée de l'entreprise familiale ou de puiser dans la trésorerie pour les héritiers pour acquitter des droits de succession qui sont souvent prohibitifs. Il faut remonter à la genèse, hein, en 2003, quand Renaud Dutreil a instauré le pacte qui porte son nom, où on avait une véritable hémorragie des ETI, des PME familiales à l'époque, et on s'étonnait du peu d'entreprises familiales en France versus ce qui se faisait en Allemagne. Donc il faut remonter à cette genèse, et le pacte Dutreil a permis d'éviter ces effets désastreux sur nos entreprises familiales en instaurant sous condition une exonération de 75% sur la valeur d'entreprises transmises, que ce soit dans le cas de donation ou de succession. Ça, c'est le premier point, et c'est sur la genèse, donc d'éviter véritablement une vente forcée d'entreprises familiales ou de puiser dans la trésorerie de l'entreprise. Et après, le deuxième point à avoir en tête sur l'outil incontournable, c'est que ça fonctionne. On a réalisé récemment le premier baromètre de la transmission, et on voit que 85% des entreprises familiales utilisent le pacte dans le cadre de leur transmission. Donc ça fonctionne. Et pour vous donner une vision, un peu un ordre d'idée en termes d'enjeux, il faut bien comprendre qu'en l'absence de pacte Dutreil, sur une transmission d'une entreprise familiale avec une valorisation autour de 10 millions d'euros, transmission en pleine propriété, sur ces 10 millions d'euros, on va avoir des droits de donation de l'ordre de 3,4-3,9 millions d'euros. Donc un taux d'imposition autour de 34 à 40%. Ça, c'est dans l'hypothèse d'absence de pacte Dutreil. Donc un coût extrêmement sensible. Et avec le Dutreil, ça va coûter sur une donation, selon que l'un ou les deux parents donnent, entre un peu plus de 560 000 jusqu'à un peu plus d'1,1 million. Donc évidemment, un taux d'imposition entre 5,6% et 11,2%, selon que le donateur va avoir 70 ou moins de 70 ans. Mais de garder ces éléments-là qui sont extrêmement sensibles en termes de coût de transmission. Donc, on a vu ensemble la genèse du pacte Dutreil. On voit que c'est un outil qui fonctionne bien, selon vos termes. Et pour autant, on envisage sa suppression ou des ajustements. Quelles sont les critiques qui sont formulées? Alors on a principalement trois critiques sur le pacte Dutreil aujourd'hui. Alors on a vu que avant-hier, dans l'annexe du budget de la proposition de loi de rectificative, se glisser une estimation du coût annuel du pacte Dutreil, où sur les 2 dernières années, il est estimé entre 4 et 5 milliards. C'est sensiblement plus que ce que c'était en termes d'estimation au cours des 10 dernières années, puisque c'était autour de 500 millions. Donc là, on a un effet exponentiel, et c'est ce coût-là qui, dans le contexte budgétaire qu'on connaît tous, qui commence à gratter. Pourquoi est-ce qu'on arrive à ces 4 ou 5 milliards, qui est aussi le chiffre qui est avancé par la Cour des comptes, qui sortira son rapport probablement au cours du mois de novembre sur les effets du pacte Dutreil? Parce qu'on a deux éléments. D'abord, on a une prise de valeur des actifs au cours des 5 dernières années qui a été sensible. Et puis, on a aussi, ces 2 dernières années, un climat extrêmement anxiogène qui fait qu'il y a une accélération sur les transmissions, et que ce phénomène va continuer parce qu'il est d'ordre démographique. Hein. Une entreprise sur 2 va être transmise dans les 7 ans qui viennent. Donc, il y a un coût, et il tient aussi à la démographie de nos entreprises familiales. Juste sur le coût, il y a un point qu'il est important d'avoir en tête. C'est vrai que ça gratte, ce coût de 4 à 5 milliards par an, mais c'est un coût annuel. D'accord. Et il faut faire attention sur ce coût annuel. Pourquoi? À pas avoir une vision simplement. Est-ce qu'on doit apprécier le coût du pacte Dutreil en format annuel, ou est-ce qu'on doit regarder les effets, notamment extra-financiers, sur nos territoires, sur l'emploi, sur l'ancrage territorial? Pour vous, il faut une vision plus globale des choses pour appréhender le sujet? Je crois que la vraie vision d'appréciation du pacte Dutreil ne doit pas être simplement le coût annuel. La transmission, elle va avoir lieu une fois tous les 20, 25, 30 ans. Et donc, il faut aussi évaluer les effets extra-financiers, les considérations extra-financières d'un pacte Dutreil,
parce que ça va permettre de conserver des entreprises sur le territoire, des emplois, un ancrage, des savoir-faire, et que ces effets positifs induits sont aujourd'hui mal mesurés, et il ne faudrait pas réduire le débat simplement à ce coût budgétaire annuel. Alors, on a vu les critiques. Quelles sont les réformes envisagées pour être dans le concret? Alors, on a vu que le débat avait commencé. Il y avait déjà un certain nombre d'amendements qui sont sortis hier et qui ont commencé à poindre. Et ça viendra sans doute, on aura sans doute d'autres effets au cours du débat public qui va s'ouvrir. Les principales pistes de réforme concernent d'abord le plafonnement de l'exonération. Aujourd'hui, on a un plafonnement de l'exonération autour de 75%, donc 75% d'abattement sur la valeur de l'entreprise. Certains préconisent de laisser le Dutreil en l'état, mais de ne l'appliquer qu'aux valeurs d'entreprise jusqu'à 50 millions. Donc, ce qui veut dire qu'au-delà de 50 millions, potentiellement, on n'aurait plus le Dutreil, ou alors un Dutreil dégressif, 75, 50, 25. Ça, c'est la première piste, c'est le plafonnement de l'exonération. La deuxième piste, c'est de revisiter la durée d'engagement des conditions du Dutreil. Aujourd'hui, c'est entre 4 et 6 ans. Et c'est de dire finalement, comme on souhaite ancrer les entreprises familiales au sein de la famille, ça ne serait pas complètement choquant d'avoir une durée plus longue qui pourrait être de 8, 10, 15 ans. La troisième réforme, c'est et on a déjà un amendement en ce sens qui est sorti, c'est le recentrage des actifs qui sont susceptibles de bénéficier du Dutreil. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous êtes susceptible de bénéficier du Dutreil si vous êtes une entreprise commerciale, mais aussi si vous avez ce qu'on appelle une holding animatrice qui regroupe des actifs professionnels, mais pas que. On peut avoir de la trésorerie, on peut avoir des actifs personnels sous cette holding animatrice. Et donc, aujourd'hui, on fait tout rentrer dans le pacte Dutreil. Donc, l'idée, ce serait de pouvoir sortir la trésorerie potentiellement excédentaire ou bien les actifs non professionnels. Un des autres, le dernier point également, ce serait sur les plus-values, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous faites un Dutreil avec vos enfants et à l'issue des délais d'engagement, si les enfants cèdent, vous allez calculer une valeur de cession qui est la valeur de transmission. Et ce serait de plus avoir cet effet sur les plus-values, sur la valeur de transmission, mais avant abattement des 75%, de sorte qu'on ait une assiette qui ne permette pas de purger, que le Dutreil ne purge pas les plus-values. Pour terminer brièvement, dans cette période intermédiaire où on ne sait pas encore les contours de cette réforme, quels conseils vous avez à formuler à l'intention des dirigeants d'entreprises familiales? Alors, on est évidemment beaucoup sollicité, compte tenu du contexte, de dire il faut que je fasse mon Dutreil absolument maintenant. D'abord, je rappelle que la loi de finances est rétroactive par nature, donc elle peut rétroagir au 1er janvier 2025. Donc, ce n'est pas parce que vous le faites aujourd'hui que vous bénéficierez des dispositions en vigueur. Ensuite, il est urgent d'agir, mais il est aussi important de le faire dans la sérénité et sans précipitation. Parce que voilà, ça doit pas être, la fiscalité doit pas être le seul curseur, le schéma juridique fiscal ne doit surtout pas être le seul curseur. Une transmission, c'est un projet, ça se pilote, ça s'encadre. Il est important de prendre l'intégralité des éléments liés à une transmission, tels que les éléments psychologiques avec les enfants, le conjoint, le financement, les valorisations. Donc attention, pour autant, à pas se précipiter quand bien même le dispositif serait touché. Donc, pas de précipitation, on attend de voir ce qui se passe avant de prendre quelconque décision. Voilà, il faut ouvrir le débat de la transmission parce que c'est un projet au long cours, mais pas de précipitation pour aller réaliser uniquement chercher des économies fiscales. On va conclure là-dessus. Merci Johan Golin. Je rappelle que vous êtes avocat associé chez EY, société d'avocats. Merci Arnaud. Tout de suite, l'émission continue. On va parler licenciement et liberté d'expression du salarié. La liberté d'expression du salarié est un droit fondamental, mais peut-elle s'exprimer par l'intermédiaire d'un avocat? On en discute tout de suite avec mon invité, Claire Tergeman, avocate associée chez De Gaulle Fleurance. Claire, bonjour. Bonjour.
Alors, on va parler ensemble de la liberté d'expression du salarié au travers d'une jurisprudence et voir si elle peut s'exprimer par l'intermédiaire d'un avocat. Mais tout d'abord, on va rappeler un peu le cadre juridique de la liberté d'expression. En quoi la liberté d'expression du salarié constitue-t-elle un droit fondamental dans l'entreprise? Alors, en fait, le salarié jouit dans l'entreprise et hors de l'entreprise, donc de la liberté d'expression. Comme vous venez de le rappeler, cette liberté d'expression est un droit fondamental qui va permettre aux salariés d'exprimer ses opinions ou bien voilà, de partager ses impressions sur l'organisation, le fonctionnement de l'entreprise. Néanmoins, ces propos ne doivent pas caractériser un abus. Et faute de cela, l'employeur pourrait licencier un salarié en cas de propos qui seraient abusifs. Alors, comment est-ce que la jurisprudence caractérise cette notion d'abus? Eh bien, il y a plusieurs indices. Il faut tout d'abord regarder le contenu de ces propos, le contexte également dans lequel les propos ont pu être tenus par le salarié, également la publicité que le salarié va faire de ces propos. Et puis, finalement, la jurisprudence aussi peut tenir compte aussi de l'activité de l'entreprise et bien évidemment des fonctions du salarié. Concrètement, vous avez des exemples pour illustrer un peu ces limites à la liberté d'expression? Alors, par exemple, il y a une jurisprudence il y a quelque temps qui a indiqué que, par exemple, un employeur ne pouvait pas imposer aux salariés de tenir une position publique sur ses opinions dans l'entreprise et que, surtout, ça ne pouvait pas constituer une faute, donc un licenciement. Et dans le cadre de cette décision, la Cour de cassation a sanctionné l'employeur, a considéré qu'il y avait une atteinte ici à la liberté d'expression. Alors, on va revenir à l'arrêt du 10 septembre dernier. La question centrale, c'était de savoir si la liberté d'expression du salarié pouvait s'exprimer par l'intermédiaire de l'avocat. Expliquez-nous un peu les enjeux de cet arrêt. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ici? En fait, en l'espèce, un employeur a proposé une rupture conventionnelle à une salariée. Cette salariée a voulu contester sa rupture conventionnelle, sauf qu'elle l'a fait par l'intermédiaire de son avocat, qui a adressé une lettre pour contester la façon dont se sont déroulés les entretiens, considérant que les entretiens étaient brutaux et vexatoires. Et puis, peu de temps après, finalement, l'employeur a licencié la salariée pour insuffisance professionnelle. Eh bien, la question centrale ici, c'était de savoir finalement, est-ce que la liberté d'expression doit être dénoncée par le salarié personnellement, ou bien est-ce que elle peut être transmise finalement par l'intermédiaire d'un tiers, et ici en l'espèce par le biais d'une lettre d'avocat. Et voilà, qui peut se prévaloir finalement de sa liberté d'expression? Alors concrètement, qu'est-ce qui est décidé dans cette décision? Alors, dans un premier temps, la Cour d'appel a donné raison à la salariée, considérant en effet qu'il y avait une atteinte à sa liberté d'expression, parce qu'elle a pris en considération la chronologie des faits, finalement, les événements, la façon dont sont déroulés les faits, et a donné raison à la salariée. Et la Cour de cassation est venue censurer ce raisonnement en disant mais pas du tout, puisque ici vous êtes passé par l'intermédiaire d'un avocat, et donc ce n'est pas une liberté, ce n'est pas votre liberté d'expression, et vous auriez dû finalement la transmettre à titre personnel et pas par l'intermédiaire d'un tiers. Donc concrètement, dès lors que c'est un tiers qui exprime la parole du salarié, ce n'est pas la liberté d'expression du salarié lui-même, c'est un peu ça la distinction? Exactement. La Cour de cassation considère ici que finalement c'est au salarié lui-même, à titre personnel, d'exprimer ses opinions, d'exprimer sa critique. Et ça ne peut pas être fait par l'intermédiaire d'un tiers, que ce soit un avocat ou quelqu'un d'autre. On pourrait imaginer un représentant du personnel ou un collègue qui prendrait la défense de ce salarié. Eh bien, la Cour de cassation ici considère que ça n'est pas une atteinte à sa liberté d'expression. Est-ce que malgré tout, le salarié peut lui-même user de sa liberté d'expression dans un contexte de rupture conventionnelle ou de licenciement? Alors oui, si c'est à titre personnel, si c'est lui directement qui exprime ses opinions et qui conteste finalement la décision de l'employeur, eh bien ici,
en tout cas, depuis cette décision de la Cour de cassation, on peut considérer que c'est tout à fait possible de pouvoir procéder à cette contestation. Donc là, en l'espèce, il aurait dû lui-même prendre la plume plutôt que de faire cette lettre par son avocat. Exactement, tout à fait. Par contre, il peut bien sûr se cadrer avant juridiquement avec son avocat, j'imagine. Bien sûr, et là, dans ce cadre, il y a 2 points, je pense, à retenir, 2 éléments. En fait, le salarié, pour contester une telle décision, et faire valoir qu'il y a une atteinte à sa liberté d'expression, il y a 2 possibilités. Soit, c'est de démontrer que l'exercice de sa liberté d'expression ne revêt pas un caractère abusif. Alors, qu'est-ce qu'on entend par abusif ici ? Il faut que les propos ne caractérisent pas une intention de nuire, par exemple, à l'employeur, à l'entreprise. Ça veut dire quoi, intention de nuire ? Par exemple, aller indiquer que le dirigeant est un menteur, est un voleur. D'accord. Enfin, voilà, on comprend. Ce sont des illustrations qui ont été énoncées par la jurisprudence. Autre indice, c'est de considérer que on ne porte pas une atteinte aussi à la réputation, enfin, voilà, de l'employeur. Voilà, ce sont ce type d'exemples qui peuvent démontrer qu'il n'y a pas de propos abusifs. Et puis le deuxième point fondamental pour le salarié, c'est qu'il doit démontrer qu'il y a un lien de causalité entre l'atteinte à sa liberté d'expression et le licenciement qui a été prononcé à son encontre. Alors comment on démontre justement ce lien de causalité ? Alors, ce lien de causalité, il va être démontré finalement par montrer qu'il y a une atteinte, que ces propos qu'il a tenus n'ont pas été considérés comme abusifs, et qu'il était finalement dans son bon droit et qu'il respectait bien le périmètre de la liberté d'expression. Pour finir, si on revient sur les enseignements de l'arrêt, pour vous, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette jurisprudence sur la liberté d'expression ? Qu'est-ce qu'elle apporte en plus ? Alors, à mon sens, il y a 2 points qui pourraient attirer notre attention. Le premier, je pense que vous l'avez bien compris, et c'est vraiment la portée de cet arrêt, c'est de rappeler qu'il appartient aux salariés d'exprimer ses opinions à titre personnel et non pas de passer par l'intermédiaire d'un avocat ou d'un autre tiers. Et le deuxième point qu'on a peut-être moins évoqué, mais qui est tout aussi important, ça porte sur la réparation, la question de la réparation. Ici, la Cour de cassation a considéré que le salarié n'avait pas, que le licenciement n'avait pas été vexatoire et brutal, et donc le salarié n'avait pas la possibilité d'obtenir des dommages-intérêts sur le fondement de l'atteinte à la liberté d'expression, et que dès lors que le salarié n'est pas en mesure de démontrer un comportement fautif de l'employeur et distinct finalement du licenciement, il ne peut pas percevoir des dommages-intérêts. Il peut uniquement éventuellement obtenir des dommages-intérêts ou une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Et ça, c'est un point qui est important parce que finalement, la Cour de cassation, ici par cet arrêt, a voulu aussi démontrer que c'est pas si facile que ça de contourner les règles du barème Macron et qu'il faut bien démontrer les critères soit d'une nullité de la rupture du contrat de travail, soit évidemment le lien de causalité entre l'atteinte à la liberté d'expression et le licenciement du salarié. On va conclure là-dessus. Merci Claire Tergemade. Je rappelle que vous êtes associée chez De Gaulle Fleurance. Merci beaucoup. C'est le moment de conclure cette émission. Merci à toute l'équipe pour l'organisation de cette émission, notamment Stéphanie, également Saïd au son et Angel à la réalisation. Merci à vous pour votre fidélité. Et quant à moi, je vous retrouve dès demain sur Be Smart for Change.